C'était des termes du type tu es le membre malade du corps qu'il faut couper pour éviter la gangrène, le fruit pourri de la coupe qu'il faut enlever pour éviter de pourrir les autres. Donc j'étais tout bonnement et tout simplement à la porte par laquelle le diable rentrait à la maison. Enfin, pour eux, si j'allais mal, c'était parce que j'étais possédée. À l'âge de l'innocence, certains enfants connaissent déjà l'enfer. Il y a quelques jours, j'ai été frappée par un chiffre. En France, en 2012, près de 15 000 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Jérôme, Solveig, leur histoire est similaire. Ils n'auraient pas dû faire confiance à un homme qu'ils connaissaient bien. Ils ont mis des années à briser le silence. Depuis, ils veulent partager leurs histoires pour éviter que d'autres enfants ne connaissent leurs cauchemars. Une femme et un homme de courage. Deux exemples qui prouvent que dans la vie, la reconstruction est possible. Je m'appelle Solveig Elie et j'ai été victime d'un moine pédophile quand j'étais plus jeune. Je m'appelle Jérôme et j'ai été victime d'abus sexuels dans mon enfance. Jérôme, Solveig, deux adultes à qui on a volé l'enfance. À 9 ans, ils ont subi les agressions sexuelles répétées d'hommes manipulateurs et se sont enfermés dans le silence comme seule réponse à leur calvaire. Lui a été la victime régulière du meilleur ami de son père jusqu'à ses 15 ans. Elle a été sous l'emprise d'un moine de la communauté des Béatitudes. Adultes, ils vont enfin parler. Comme toutes les fins de semaine, sur les hauteurs de Besançon, Jérôme bricole dans sa maison, aidé par son frère et son ami David. Non, ça c'est... C'est pas celui-là? C'est le montage. On avait un bouquin aussi pour la centrale. C'est en 2009 qu'il a acheté cette nouvelle maison et l'a entièrement rénovée depuis. Une occupation qui lui permet, à 42 ans, de tourner la page de son passé douloureux. Pendant que tu bricoles, parce que tu te concentres sur ce que tu fais, bah, tu penses à rien d'autre que ça. Et ça fait du bien de se vider la tête. Si Jérôme a besoin de se vider la tête, c'est que pendant des années, il s'est tu et a enduré seul la culpabilité d'une enfance brisée. Il a 9 ans lorsque le meilleur ami de son père, Michel, l'emmène dans ses tournées pour récupérer des animaux et les conduire à l'abattoir contre une petite pièce. Mais ces agréables balades sur les routes de Lyon vont se transformer en enfer un jour de 1980. Il avait l'habitude de s'arrêter pour des besoins naturels. Voilà. Il a fait le tour et il a ouvert la porte. Il m'a demandé de l'accompagner, de le suivre. Et, je l'ai suivi dans les bois, mais je l'ai suivi comme un gamin s'enfonce dans les bois. C'est-à-dire que tu trouves un bâton, tu cognes après les branches mortes. Voilà, c'est une balade dans les bois. Il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir que ça. Et arriver à une bonne distance, une distance qui permettait de ne pas être vu de la toute petite route qui était à proximité, il a déplié une couverture. Et je l'ai vu faire et d'un seul coup, voilà, il s'est retourné, il m'a pris, il m'a déshabillé. C'est-à-dire que j'ai pas compris ce qui arrivait. Ça a été tellement soudain. Puis, en fait, tout mon corps s'est cristallisé et tout ce qui se passait dans ma tête s'est cristallisé. Tout s'est arrêté d'un seul coup. De ce jour-là, il ne me reste pas d'autre souvenir que l'instant où ça s'est produit et le moment où je me suis rhabillé pour le suivre et retourner dans le camion. Et là, le petit enfant que j'étais à l'époque était mort. De retour dans sa famille, Jérôme ne trouve pas les mots pour dénoncer l'ami de ses parents. J'ai essayé de faire comprendre à mes parents, à commencer par ma maman, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je l'ai fait en refusant d'accompagner Micheline lors de ses tournées. C'est-à-dire que lorsqu'il se proposait, je trouvais toujours quelque chose. Alors la première des solutions, c'était de prendre le thermomètre. Puis à l'époque, on avait
dans toutes les maisons des lampes à incandescence. Donc je mettais le thermomètre le long de la lampe à incandescence et je faisais monter le mercure pour me faire porter pâle. Ça fonctionnait pendant un petit moment et malgré tout ça, malgré le fait que je recommence à chaque fois, un jour maman m'a dit il faut que tu réaccompagnes Michel, il faut que tu retournes en tournée avec lui. Michel a compris que Jérôme tentait de lui échapper. Prêt à tout pour enfermer l'enfant dans le silence, il lui fait alors croire qu'il entretient une relation adultère avec sa mère. Je me suis mis à en vouloir à ma maman parce que je ne comprenais pas qu'elle puisse s'amouracher d'un gars comme ça. Je ne comprenais pas qu'elle puisse pas voir et comprendre ce qui se passait. Et à partir de là, la relation qui était une relation mère-fils et qui se passait bien est devenue une sorte de guerre. De ce moment-là, de ce jour-là, tu comprends que tu n'as plus de porte d'issue. Et tu ne peux même pas en parler à ton papa, parce qu'il faudrait aller dire à ton papa que ta maman elle a une relation avec son meilleur copain. Donc dans ton entourage, il n'y a plus personne qui est à même de pouvoir entendre. Et toi, tu te retrouves vraiment, vraiment tout seul, pris au piège. Contraint au silence, Jérôme subit des agressions de plus en plus régulières. En plus des tournées, Michel abuse de lui lors des entraînements de ping-pong et prend aussi l'habitude de venir le chercher sur son trajet quotidien pour aller au collège. À 12 ans, le jeune garçon sombre dans le désespoir. Je me renferme, je parle beaucoup moins, j'ai pas d'amis, les résultats scolaires chutent très fortement. Enfin voilà, c'est tout un ensemble qui fait que je commence à découvrir les premières drogues, l'alcool, enfin c'est... Je suis résigné, quoi. Je prends le quotidien, mais c'est un quotidien sans vie, quoi. Ce calvaire quasi quotidien, Jérôme va le subir durant 6 années, jusqu'à ses 15 ans. En 1986, je vais intégrer un centre de formation en Saône-et-Loire pour devenir chauffeur routier. Et je vais quitter Lyon. Et en quittant Lyon, je ne vais plus voir Gay, les maltraitances vont s'arrêter. Je rencontre une fille, Véronique, et j'en tombe éperdument amoureux. Donc le fait de quitter Lyon, de tomber amoureux de quelqu'un, ce qui n'était encore jamais arrivé, j'avais pas eu de petite amie jusque-là. Et bien en fait, je vais tout occulter, toutes ces années-là. Et je vais reprendre le cours normal d'une vie. Carole Damiani, vous êtes psychologue. Jérôme utilise un verbe important. Il dit qu'il a occulté ce qu'il a vécu. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent chez les victimes de tels sévices? Alors on reconnaît chez les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels effectivement ce qu'on appelle un temps de latence. C'est-à-dire un temps où l'événement semble, où l'ensemble des événements semble oublié et qui va venir ressurgir soit à l'adolescence, soit plus tard. Le temps de latence le plus long que j'ai vu, c'était 47 ans. La personne s'est souvenue 47 ans après de ce qu'elle avait vécu. C'est quelque chose qui peut être occulté à vie ou ça ressurgit forcément à un moment ou à un autre? On peut tout à fait vivre avec ce temps de latence et ne jamais se souvenir de ce qui s'est passé parce que très souvent, en fait, le souvenir va revenir à la faveur d'un événement, soit qui va rappeler l'événement initial ou qui va en être proche. Donc si on ne rencontre pas ce type de situation, l'enfant devenu adulte peut tout à fait l'occulter complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour autant. C'est une façon de se protéger? Le temps de latence, c'est un refoulement, et effectivement, le refoulement est fait pour se protéger. Le fait de ne pas se souvenir permet effectivement de faire comme si rien ne s'était passé, permet de ne pas souffrir. C'est une protection. Abusé durant 6 ans par le meilleur ami de son père, Jérôme a occulté toutes ces années de calvaire en partant de chez lui à 15 ans. Mais c'est en revenant dans son village natal que son passé va lui revenir en mémoire. En 1989, Solveig a 9 ans. Ses parents, très croyants, décident de tout abandonner pour entrer dans la communauté des Béatitudes, située dans la mouvance du renouveau charismatique. Quand mes parents nous ont annoncé qu'on allait emménager à la communauté, j'ai pris l'annonce avec une grande joie. C'était un petit peu le centre de loisirs, nous on était entre enfants. 2 mois après l'arrivée de la famille de Solveig dans la communauté de Mortain, dans la Manche, Pierre-Étienne Albert, le compositeur et chantre respecté des Béatitudes, s'installe à son tour dans la congrégation.
Pierre-Étienne Albert a intégré l'enceinte de la famille de façon très rapide et très intrusive, puisque j'ai même le souvenir que très rapidement, il s'est mis à appeler mon père, papa et maman. Donc c'était voilà, comme le grand frère de la famille. Les heures familiales, il est passé avec nous, donc il s'est très vite rapproché de moi. La petite fille se rêve un avenir de religieuse. Et le moine va alors utiliser cette vocation pour arriver à ses fins. À partir de 20h, il montait dans ma chambre et il venait me voir en me disant que voilà, c'était pour me parler. Il est vite arrivé sur les termes du type « aimez-vous les uns les autres »,« Dieu est amour », et derrière l'amour, il y a ajouté des gestes. Lui m'expliquait qu'il fallait que j'accepte que le Seigneur m'envoie des gestes d'amour à travers lui. Et que si je n'acceptais pas ces gestes d'amour, ça voulait dire que je n'acceptais pas l'amour de Dieu. Donc automatiquement, je n'allais pas aller voir mon père ou ma mère en disant « Dieu m'envoie des gestes d'amour, mais je ne les accepte pas ». C'était avouer mon péché. De ne pas être une bonne chrétienne, de ne pas être une bonne croyante. Le piège se referme sur l'enfant. Solveig raconte son extrême solitude certains soirs. Il y a eu ces 2 fois où papa est rentré dans la chambre alors que Pierre-Étienne était sur mon lit. Papa a juste dit il va être temps que Solveig aille dormir et il a fermé la porte et il a laissé Pierre-Étienne là où il était. Donc, tout ce que me disait Pierre-Étienne était vrai, c'était normal. À partir de là, ça ne fait que m'enfoncer un petit peu plus dans la culpabilité. Rongée par le silence et la honte, Solveig endure son calvaire. Pour mon anniversaire, ma maman m'avait offert un paravent avec des motifs chinois sur le paravent et je me concentrais sur les oiseaux du paravent. C'était mon seul échappatoire. Je me concentrais sur les oiseaux jusqu'à ce qu'ils quittent ma chambre. C'était la seule façon que j'avais de supporter ce qu'il faisait. Chaque soir, Solveig va subir la de Pierre-Étienne Albert, jusqu'à ce que ses parents décident de quitter Mortain pour un village du sud de la... lassé de la vie en communauté. Solveig, son sentiment de honte, quelque chose de normal, de fréquent chez ces... Les victimes d'abus sexuels ressentent honte et culpabilité, alors que l'auteur, lui, ne les vit pas. C'est-à-dire que la victime va prendre une partie de ce sentiment qui lui est attribué. Souvent des abuseurs sexuels. C'est toi qui es coupable, c'est de ta faute. Si je vais en prison, ça sera à cause de toi. Donc la victime finit par se persuader qu'elle en est responsable et qu'elle en est coupable. Quand on est enfant, pourquoi est-ce qu'on... L'auteur intègre tellement bien, quand l'enfant est dans une relation d'emprise, la menace est telle que le père, ou enfin l'agresseur, le père, le beau-père, l'oncle, ou le grand-père, là, la menace est intériorisée, il est à l'intérieur de l'enfant. En fait, la menace, ça peut être ta mère, on dira que c'est toi de toute façon, donc cette menace est intériorisée, l'enfant ne parle pas. L'agression sexuelle, c'est pas l'acte sexuel d'amour qu'on peut retrouver entre 2 partenaires consentis. Généralement, chose dont la victime a honte de parler. C'est pour ça que c'est profonde. Est-ce que ça arrive souvent que les parents ne voient rien ou ne croient pas leurs enfants? Ils voient les choses. Usée par un responsable des béatitudes alors qu'elle avait 9 ans, elle n'imagine pas qu'une fois sortie de la communauté, les parents vont à leur tour vivre un enfer. À 26 ans, Jérôme revient dans l'Yonne à l'occasion de son service militaire. De passage chez ses parents, il va apprendre que sa mère est gravement malade. Je rentre en fin d'après-midi et je me rappelle qui était plus proche, qui vient vers moi. Et là, elle dit c'est un cancer. Elle se met à pleurer et elle se met sur. Ça a été
un chaos total. Et ça m'a retourné. Ce jour-là où enfermé très loin au fond de ma tête a commencé à... 10 mois plus tard, sa mère décède. Et jusqu'en 2002, pour Jérôme, ce sera la descente aux enfers. Le souvenir de son enfance meurtrière en mémoire, il se remet à boire, à se droguer et tombe finalement dans une profonde. Briser le silence. Je vais lui écrire un premier courrier où dedans je lui rappelle quelques faits. Je lui donne beaucoup d'éléments pour qu'il n'ait aucun doute sur la personne qui a écrit ces mots-là. Et pour autant, je ne signe pas. Jérôme écrira encore 2 lettres qui resteront sans réponse. Après quelques nuits sans sommeil, Jérôme décide de révéler son histoire aux 200 habitants de Venouze, son village natal. Il va alors surprendre tout le monde en rédigeant un tract dénonçant publiquement son agresseur. Enfant du pays, aujourd'hui exilé, j'ai subi il y a 22 ans et pendant plus de 5 ans les assauts de ce pervers. Malin et habile, il a usé et abusé de la confiance de mes parents pour me violer n'importe où et n'importe quand. J'en fais, je sais plus combien j'en ai fait, j'ai dû en faire 150 ou 200 copies. J'ai fait assez rapidement le tour du village pour déposer tous les tracts dans les boîtes aux lettres. Enfin, Jérôme a parlé. Libéré de ce poids, il décide de porter plainte le 2 décembre 2002 à la gendarmerie de Villiers-le-Châtel. L'audition après quelques heures, et au moment où il me raccompagne à la sortie, le gendarme me dit que, sans être complètement affirmatif, me dit qu'il y a une loi qui pourrait faire que les faits dont j'ai été victime sont prescrits. Et donc je sors de la gendarmerie et je retourne à la voiture et voilà, je comprends que tout ce que j'avais imaginé comme suite, c'est-à-dire une enquête immédiate, peut-être même un placement en garde à vue assez rapide de Michel Garnier et tout tombe à l'eau. C'est le coup de massue. Je repars travailler les jours suivants et je suis pas bien, Ouais, ça ne me quitte pas, je ne comprends pas pourquoi. Depuis tout petit, on m'avait toujours dit que j'étais dans une république avec des droits, qu'on était le pays des droits de l'homme. Enfin voilà, tu grandis dans une patrie comme ça et le jour où tu t'adresses à la justice en voulant faire valoir tes droits, on te dit non, vous n'en avez plus. Et pourquoi vous n'en avez plus? Parce qu'à un moment donné, le législateur a dit pour ce type d'acte, on décide qu'au bout de 10 ans, il n'y a plus de recours possible auprès de la justice. C'est une incompréhension totale et un sentiment d'injustice profond. Ce sentiment d'injustice-là, il est invivable. Au quotidien, il est invivable. Rodolphe Constantino, vous êtes avocat. Vous défendez de nombreuses personnes victimes de pédophilie. Le délai de prescription était de 10 ans après la majorité. Il est maintenant de 20 ans. Est-ce qu'il faudrait, d'après vous, le rallonger encore, ce délai? On attendrait sans doute de moi que je relaie la parole de victime, qui est toujours une parole qui va dans le sens de l'imprescriptibilité même. Pas seulement du rallongement, mais même de l'imprescriptibilité. Mais ma position à titre tout à fait personnel, elle n'est pas celle-là pour plusieurs raisons. La première est juridique. Il n'y a pas d'imprescriptibilité pour les meurtres ou les assassinats. Et si grave que soient les faits d'abus sexuels sur les mineurs, je ne crois pas qu'on puisse les soumettre à un dispositif juridique qui soit plus rude encore que celui d'un meurtre ou d'un assassinat. Et puis enfin, une raison plus technique. 20 années à compter de la majorité, ça veut dire des enquêtes, parfois 30 ans, 40 ans, après les faits eux-mêmes. Vous imaginez bien que l'enquête est, pour ainsi dire, impossible. Les preuves ont disparu. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement difficiles, dans lesquels il y a un aléa judiciaire extrêmement important. Et je crois que d'une certaine manière, rendre ces faits-là imprescriptibles, ce serait condamner certaines victimes à être des victimes à vie. À 31 ans, Jérôme a brisé le silence trop tard pour la justice. Avant 2004, le délai pour porter plainte n'est que de 10 ans après la majorité. Il décide alors de mener seul son enquête.
L'objectif, retrouver une victime dont les faits ne seraient pas prescrits pour pouvoir faire condamner Michel. Pendant 3 ans, Jérôme va retracer tout le parcours pédophile de son agresseur. À 12 ans, enfermé dans le silence, Solveig va de plus en plus mal. Ses parents, attachés à la communauté des béatitudes, ne la comprennent toujours pas. C'était des termes du type tu es le membre malade du corps qu'il faut couper pour éviter la gangrène, le fruit pourri de la coupe qu'il faut enlever pour éviter de pourrir les autres. Donc j'étais tout bonnement et tout simplement la porte par laquelle le diable rentrait à la maison. Enfin, pour eux, si j'allais mal, c'était parce que j'étais possédée. Voilà, donc ils ont pris la décision de m'emmener voir un exorciste. Ça n'a rien arrangé et les soucis qui continuaient à me miner, le silence qui continuait à me miner, a fait que je me suis retrouvée complètement détachée d'une certaine manière de la famille. J'y trouvais plus ma place. Solveig tente alors de mettre fin à ses jours. Une fois rétabli, ses parents vont l'envoyer voir un psychiatre. Ils m'emmènent chez un psychiatre qu'on avait déjà vu une fois ou deux. Et ils disent à ce psychiatre, vous en faites ce que vous voulez, mais on n'en veut plus chez nous. Et de là, j'ai été placée en hôpital psychiatrique. L'hôpital fait immédiatement un signalement à l'aide sociale à l'enfance. Et Solveig est très vite placée dans une famille d'accueil. Mais là encore, l'adolescente ne trouve pas sa place. J'ai commencé à rentrer en conflit plus ou moins avec la famille d'accueil, car j'avais le sentiment qu'ils m'empêchaient de revenir vers mes parents. Alors que c'était ce que je souhaitais le plus au monde, c'était de retrouver ma place dans la famille, qui était la mienne. J'ai commencé à sécher les cours, à trouver du travail. À partir de là, j'ai moi-même fait ma demande d'émancipation, puisque j'avais trouvé du travail, je pouvais être autonome. Et ma demande d'émancipation a donc été appuyée par mon père, puisque c'était sa volonté. Et donc à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée mineure émancipée, donc majeure. Et de là, je n'ai plus de nouvelles de mes parents pendant presque une dizaine d'années. À 16 ans, Solveig est majeure aux yeux de la loi. Mais elle n'a ni la maturité, ni l'équilibre psychologique pour s'assumer seule. Je me suis mise en ménage très rapidement avec un homme qui avait presque 20 ans de plus que moi. Je suis tombée enceinte, j'ai eu mon premier enfant. Quelques mois après la naissance de mon fils, je me suis séparée du père de mon fils. À peine sortie de l'adolescence et déjà mère, Solveig part alors dans une dérive qui durera 7 ans. J'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience professionnelle, je fais des boulots de serveuse, je fais des boulots de cuisinière, je fais des boulots d'animatrice de soirée. Je pars vraiment tête baissée sur tout et n'importe quoi, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, quoi. Donc, Carole Damiani, la fragilité psychologique des victimes est-elle une fatalité ? Il y a une fragilité psychologique évidente, mais qui va se retrouver dans beaucoup de domaines. Et c'est difficile d'imputer. C'est-à-dire, par exemple, elle a des troubles anorexiques, ça vient de là. Elle a des troubles alcooliques, ça vient de là. Elle a des troubles de la sexualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes ou de troubles dont on peut avoir la certitude en disant c'est parce qu'elle a été ou il a été abusé qu'il va se comporter à l'âge adulte de cette façon, de cette façon. Et quand on a vécu cette agression dans l'enfance, on ne reproduit pas forcément ce qu'on a vécu. Fort heureusement, il n'y a qu'une faible partie d'entre eux qui vont reproduire ce qu'ils ont vécu, effectivement. Mais chez des enfants particulièrement fragiles, on va avoir des identifications à l'agresseur. C'est-à-dire que l'enfant va finir par faire sien le mode de pensée de l'agresseur et à son tour va agresser d'autres enfants. Rejetée par ses parents, Solveig, mère adolescente, va passer 7 ans à se chercher de petit boulot en petit boulot et déménager une dizaine de fois. Une errance qui l'amènera à l'autre bout du monde. Au fil des recherches de Jérôme, les langues se délient dans le village. Et il finit par découvrir que son agresseur a fait d'autres victimes.
Et une des premières victimes que je vais retrouver, ça va être le fils de l'employeur de Michel Guiglacci. Et les faits le concernant sont également prescrits. Au cœur de l'hiver 2003, après 1 an d'enquête et face à cette nouvelle impasse, Jérôme décide de commettre l'irréparable. Je prends tous les médicaments que je trouve et je me réveille quelques jours plus tard, hospitalisé à Auxerre. Et en me réveillant, au pied du lit, il y a mon papa. Et quand je vois ça, je me dis, c'est pas comme ça que ça doit finir. Jérôme réalise alors qu'il n'est pas seul dans son combat judiciaire. Son père, qui le soutient, va l'aider dans toutes ses démarches. Tu veux un petit chou ? Soutenu par ses proches, Jérôme va se consacrer uniquement à la traque de son agresseur, au détriment de sa vie professionnelle et sentimentale. Jérôme a eu beaucoup de courage, hein, parce qu'il y en a plein qui auraient abandonné vu tout ce qu'il y avait à faire. Bon, Jérôme, quand même un gamin qui a beaucoup de mérite. Je ne veux pas dire que je suis fier de Jérôme, mais si. Et les efforts vont finir par payer, puisqu'il finit par retrouver une victime de son agresseur, dont les faits ne tombent pas sous le coup de la prescription. Le fait d'avoir un dépôt de plainte avec des faits non prescrits, ça va permettre la nomination d'un juge d'instruction au parquet d'Auxerre. Un juge d'instruction qui va faire un très bon travail en reprenant les éléments que j'avais versés au dossier préalablement et qui jusque-là n'avaient pas été exploités. Et ça va permettre de retrouver une autre victime également. Jérôme touche enfin au but du combat de sa vie. Michel va devoir répondre de ses actes, mais au dernier moment, son agresseur va réussir à se dérober à la justice. En juillet 2009, alors qu'on était en bonne voie pour y aller au procès, Michel Guiglacci va se suicider. Il va s'alcooliser et se jeter dans l'Yonne, la rivière Lyonne. Et voilà. Le procès se soldera par un non-lieu, faute d'accusés à la barre. Une frustration insupportable pour Jérôme comme pour les autres victimes. Ce qui m'a fortement chagriné, c'est le fait de ne pas avoir cette confrontation. Le fait de pouvoir le voir, de lui parler. Et c'est aussi de savoir que j'allais peut-être être obligé de m'asseoir un peu plus longtemps sur le divan de ma psy, quelques années supplémentaires, plutôt que d'avoir une reconstruction plus rapide grâce au procès. Jean-Pierre Rosenweg, vous êtes le président du tribunal pour enfants de Bobigny. Pour les victimes de pédophilie, c'est important, un procès. Pourquoi ? Parce qu'il va enfin être dit que le coupable, c'est l'autre, et c'est pas moi. C'est pas moi d'avoir cédé ou de ne pas avoir su résister. C'est l'autre qui, j'allais dire, a abusé de sa force, de sa situation, pour m'obliger à faire ceci ou à faire cela. La justice, c'est un lieu de débat public, c'est une grande agora où la vérité va être dite. L'un est le coupable et l'autre la victime. Le coupable, c'est le pédophile, la victime, c'est l'enfant. Et il faut que ça soit dit publiquement et que ça soit acté. Et à la limite, c'est ce que demande la victime. Elle ne demande pas des dommages et intérêts. Alors, faute de procès, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces victimes ? Moi, je dis souvent aux gens, dans les victimes dans mon cabinet et au tribunal, vous n'avez pas porté pendant des années, j'ai été victime d'une agression physique, sexuelle et autres, etc. C'est donner une prime à l'agresseur. Donc à un moment donné, il faut savoir dépasser ça, prendre sur vous, tourner la page. Bien entendu qu'il ne s'agit pas d'effacer, mais il s'agit de passer à d'autres étapes. La vie, c'est une construction permanente. Des gens ont vécu des drames qu'ils ont su dépasser. L'homme et l'individu est capable à des ressources fantastiques. On peut avoir été violé et être heureux. C'est tout. Il y a un tas de gens, moi je rencontre un tas de gens régulièrement qui me racontent qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils ont vécu tel ou tel truc. Bon, bien entendu, ils auraient souhaité ne pas le vivre. Bien évidemment, il est hors de question de féliciter, de donner une médaille à l'agresseur. Mais il faut avoir une prime, il faut donner une prime à la vie. Après 2 années à Mayotte, Solveig rencontre un homme avec qui elle rentre en France et aura 2 enfants. Pendant ces 10 ans, elle essaye d'oublier ses souffrances tant bien que mal.
Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. On en vient à cette affaire de pédophilie singulière mise au jour dans une communauté religieuse de l'Aveyron. Un ancien frère a été mis en examen. Il a reconnu des attouchements sur une cinquantaine d'enfants. Il est laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Automne 2008, coup de tonnerre dans la communauté des Béatitudes. Poussé par d'autres prêtres, Pierre-Étienne Albert se dénonce et avoue publiquement ses agressions sexuelles sur plus de 50 mineurs. Une confession tardive après 30 ans de silence. Pour Solveig, devant son écran de télévision, c'est le choc. À partir du moment où Pierre-Étienne a fait ses aveux, tout remonte à la surface. Des cauchemars, des odeurs, des images, des sensations. Enfin, c'est ce qui m'a valu les deux années, donc 2008-2009, très difficiles. Je décide de me porter partie civile qu'en 2010. Il me faut quand même 2 ans de travail sur moi-même pour refuser le silence que me demandent à nouveau mes parents et décider de sortir la tête de l'eau. Et le fait d'accepter de parler à visage découvert, c'était rompre la honte et me mettre vraiment dans un état d'esprit où je n'ai pas à avoir honte de ce qu'on m'a fait. Je n'ai pas à avoir honte des conséquences que cela a eu sur ma vie. Et je savais qu'à partir du moment où cette honte allait s'effacer, j'allais pouvoir relever la tête. Et ça, c'était quelque chose d'important. En 2011, le procès s'ouvre et il permet de poursuivre Pierre-Étienne Albert pour agression sur 38 mineurs. 9 d'entre elles seront parties civiles. On va énumérer chacun des faits sur les victimes, sur ce que Pierre-Étienne a fait aux victimes, même celles qui sont prescrites, et que on est face à un personnage qui est malade et qui a toujours le même système, le même processus. Donc les faits, le moyen d'arriver à ses fins sont quasiment exactement les mêmes. Donc à travers chaque histoire de victime, je revis à chaque fois ma propre histoire. Un procès très dur à vivre. Heureusement, Solveig peut alors compter sur les conseils d'Anne-Marie, sa voisine et confidente. Et Bill qui dit... C'est vrai qu'il y a eu un côté, même pour les enfants, ça a été dur quand même. C'est vrai que... On a tous à un moment donné besoin des conseils d'une maman. Et c'est un petit peu, je sais que Anne-Marie me cachera jamais rien. Elle a un franc-parler. Si elle estime que je fais les choses bien, elle me le dira. Si elle estime que je les fais pas bien, elle me le dira. Donc c'est vrai que cette amitié a beaucoup d'importance pour moi. Je pense qu'elle a eu une force de caractère de s'en sortir. Bon, elle a été épaulée par différentes personnes qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. Et je pense que ça peut prouver à beaucoup de femmes ou d'hommes qui subissent de différentes agressions peuvent avoir un cheminement s'ils sont bien épaulés, s'ils sont bien entourés, ne serait-ce que familial, amical ou professionnel. Finalement, le 1er décembre 2011, après 3 jours de procès, la justice condamne Pierre-Étienne Albert à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs par personne ayant autorité. Ce soir, Pierre-Étienne Albert va passer sa première nuit en prison. Le verdict est tombé, 5 ans d'emprisonnement pour cet ancien moine des Béatitudes. À l'audience, le père Albert avait demandé pardon à ses victimes. Mais pour elle, cette condamnation, plus de 20 ans après les faits, n'efface rien. J'ai la sensation de sortir de 20 ans de prison. Donc savoir que lui, il y va que pour 5, c'est un peu difficile. Mais bon, écoutez, mieux vaut ça que rien. Peu importe, presque, la hauteur de la peine. Le tout, c'est que la justice ait remis les choses à leur place. Il était coupable, il était condamné. Je commençais à pouvoir relever les épaules et à dire, voilà, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai enduré, je n'en suis pas responsable. On se redonne un petit peu la valeur qu'on s'est enlevée pendant des années et on perd une partie de cette honte et de cette culpabilité. Même si réussir à la perdre totalement, après c'est un autre travail qui se fait avec le temps après. Là, on peut entamer à partir de ce moment-là
véritable travail de reconstruction. Jean-Pierre Rosenweg, de votre point de vue de juge, est-ce que les peines contre les prédateurs sexuels sont suffisantes aujourd'hui? Le but n'est pas de punir, le but c'est de faire en sorte que ça se reproduise le moins possible. On n'est pas dans une stratégie de vengeance, c'est pas eu pour eux, dent pour dent. Est-ce qu'il n'y a pas des aménagements qu'on pourrait mettre en place pour éviter, notamment je pense à la récidive? Si, c'est la castration chimique, ce que demandent d'ailleurs un certain nombre de pédophiles. Ça se pratique aujourd'hui ? Oui, bien sûr, ça se pratique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait les traitements à la hauteur de ce qui serait souhaitable, mais il y a effectivement, avec un accompagnement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un relâchement dans la prise du médicament, mais un certain nombre de pédophiles revendiquent d'être malades, et disant « je souffre, je suis moi-même en grande difficulté, je me suis moi-même livré, je demande qu'on me soigne ». J'ai en souvenir ce monsieur disant « je suis moi-même allé au commissariat en disant si vous ne m'arrêtez pas en temps utile, je vais commettre une agression ». Donc certains font des appels du pied, demandent à être soignés. Il y a une technique de soin qui s'appelle la castration chimique. On pourrait la pratiquer peut-être plus souvent qu'on ne le pratique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imposer ? Que la justice pourrait imposer ? Ce n'est pas une atteinte à l'intégrité physique de la personne qui soit insupportable. Il y a une autre castration qui consiste à mettre les gens 20 ou 30 ans en prison. Je veux dire que c'est une privation de liberté. Donc c'est un vrai débat qui mériterait d'être posé d'une manière non polémique et pas à chaud à l'occasion de telle ou telle affaire, comme ça se fait trop souvent en France, où un drame éclate le matin et le soir, il faut que la solution ait été trouvée. En 2005, Jérôme a créé l'association Maryse Nausée, en hommage à sa mère. Une association qui vient en aide aux victimes de pédophilie et tente de prévenir la maltraitance sexuelle. Régulièrement, avec une vingtaine de bénévoles actifs, tous devenus des amis proches, ils se réunissent à Héry, dans l'Yonne. Ce soir, entouré de son père et de son frère, il évoque les actions à venir. Donc c'est cette fois-ci encore une fille qui a été violée dans son enfance. Et donc cette personne cherche de l'aide, elle a porté plainte. Donc je lui ai proposé un rendez-vous dimanche matin, ce dimanche, pour la voir, discuter avec et savoir comment nous on pourra lui apporter une aide. Des moments forts dont Jérôme a encore besoin pour trouver la sérénité. Quand j'étais enfant et puis que ça m'est arrivé tout ça, j'imaginais pas que 30 ans plus tard, on pourrait en parler aussi facilement et puis qu'il y aurait autant de monde autour de moi. Donc voilà, ça fait chaud au cœur et merci encore. Christophe connaît Jérôme depuis 25 ans. Et c'est tout naturellement que cet ami d'enfance s'est impliqué dans l'association. Depuis quelques années, je dirais 2 à 3 ans, c'est un autre Jérôme, quoi. Il a envie de vivre, il est content, il est entouré de plein de monde. L'association, c'était une façon pour prendre un peu de recul par rapport à ce qui lui est arrivé, ça c'est sûr, et aussi pour partager et puis pour aider les autres. De retour chez lui à Besançon, Jérôme passe tous ses moments libres à rénover sa nouvelle maison. Ça faisait longtemps que je souhaitais habiter dans une maison, et une maison en bois. Voilà, c'était toujours un rêve de gamin d'avoir une cabane. Et jusqu'en 2009, et parce que j'avais l'affaire judiciaire à traiter, donc j'avais très peu de temps à consacrer à une maison, j'ai jamais acheté. Et comme l'affaire judiciaire s'est terminée en 2009, j'ai commencé à chercher et j'ai acheté cette maison en 2010. C'est une façon de retrouver une estime de soi. C'est-à-dire que la réalisation de petites choses comme celle d'aujourd'hui ou d'autres qui sont déjà faites sur ces dernières années, c'est à chaque fois se dire voilà, je suis capable de faire ça et de le faire bien, alors que pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Je ne portais pas ce regard-là sur moi en me disant ce que tu fais, c'est bien et tu es capable de le faire. Voilà. Petit à petit, après des années de culpabilité, Jérôme retrouve une certaine confiance en lui-même. Un premier pas vers un avenir apaisé. Non, 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 non. Pourquoi c'est bon la pâte à muffins? Oui, je sais que c'est bon, mais à chaque fois tu mets les doigts, toi. Quoi? Et après t'en fous partout. À 33 ans, maman comblée de 4 enfants, Solveig partage son temps entre Rennes et Paris, où elle débute une carrière artistique.
Aujourd'hui, elle a d'ailleurs rendez-vous avec un photographe professionnel pour un shooting. Et comme une vraie modèle, elle passe d'abord entre les mains d'une maquilleuse. Les premières photos avaient plus un aspect thérapeutique. C'était la possibilité de me voir différemment que le regard que j'avais de moi face à une glace. Donc petit à petit, c'est devenu une activité annexe, on va dire, que j'aime beaucoup. C'est pas ce qui me permet de vivre principalement, mais on arrive plus dans un cadre professionnel maintenant que dans un cadre personnel. Ces photos, Solveig compte bien s'en servir pour créer son book de comédienne et décrocher peut-être un jour le rôle de sa vie. J'aime bien celle-ci. Ouais, voilà, on est vraiment en train de penser. Ça fait partie des choses que j'aime faire et je me donne le droit aujourd'hui de réaliser des choses que j'aime faire. Voilà. Si Solveig est si à l'aise devant l'objectif aujourd'hui, c'est entre autres grâce au soutien de Samuel, son ami depuis 10 ans. Jamais on tire un trait sur ces drames. Maintenant, elle a appris à vivre avec. Et en apprenant à vivre avec, elle a réussi à se construire et à s'épanouir dans sa féminité, dans sa vie de femme. Voilà, elle n'était plus seulement une mère, elle n'existait pas qu'au travers ce qu'elle apportait aux autres, mais elle a réussi à trouver quelque chose pour elle. Le soir, dès qu'elle le peut, Solveig rejoint Émile, un ami pianiste et écrivain. Avec lui, elle répète un spectacle qu'ils vont présenter en tournée dans toute la Bretagne. Pour ça, il n'y a pas de metteur en scène, il y a toi et moi. Les cochons, ils sont contents, ils sont pas plus cons que méchants. Ce qu'on n'est pas tous en dedans, on remue la queue toujours avant. Ben voyons. C'est un rêve qui devient réalité et effectivement qui fait partie de la reconstruction quand du haut de mes 33 ans, me dire que je peux finir par réaliser des rêves même à 33 ans, même après tout ça, ça permet de voir l'avenir de façon plus dégagée. Les cochons, ils sont contents, ils sont pas plus cons que méchants. Ce qu'on n'est pas tous en dedans, on remue la queue toujours avant. Ben voyons. Ben voyons. Au fil des années, ceux qui autrefois étaient sous l'emprise de pédophiles manipulateurs ont réussi à relever la tête et à briser la barrière du silence. Au lieu que ce soit que toute cette douleur soit une faiblesse, j'ai décidé d'en faire une force. Et donc aujourd'hui, le regard que j'ai sur mon parcours est plutôt positif, puisque je me dis que si je n'étais pas passée par tout ça, je ne serais certainement pas la femme que je suis aujourd'hui. Cette histoire-là, ça m'a beaucoup rapproché de ma famille, de mon papa, de mes frères, de mes belles-sœurs, de mes amis. Enfin voilà, je pense que le dernier élément, ça sera de pouvoir avoir un jour une famille, de rencontrer quelqu'un, de revivre une belle histoire, une grande histoire, et d'avoir des enfants.